on est en présentiel, qui va faire encore office de modérateur aujourd'hui. Et n'hésitez pas à poser des questions. Il va y avoir des périodes de questions. Il y a des prix de présence également après chacune des conférences et un bloc de questions à la fin des 3 conférences de ce matin. Et sans plus tarder, je vais laisser Simon vous donner peut-être les petites directives d'usage et on va commencer avec notre premier conférencier par la suite. Alors, bienvenue tout le monde et bonne conférence. Merci, Denis. Bonjour à tous. Bienvenue à cette 17e édition des conférences sur la transformation du bois. Évidemment, comme Denis l'a mentionné, c'est une année particulière. Donc, on ne sort pas la pince, puis on ne peut pas se voir, puis on est à distance, mais on va faire avec. On a diverses directives. Évidemment, ce midi, il n'y a pas de lunch. Studio plate en commençant. Donc, on n'a pas besoin de caler rien. Des petites particularités au niveau du fonctionnement du webinaire. Bien évidemment, on demanderait aux gens de fermer leur cellulaire, principalement pour les panélistes ou les téléphones à la maison ou quoi que ce soit, pour s'assurer qu'on n'ait pas trop de distorsion. Et puis, vous allez observer qu'il y a possibilité là-dessus de poser des questions et des réponses. Donc, sur la plateforme Zoom, on a la possibilité d'appuyer sur l'option Q&R, donc questions et réponses. Puis en anglais, ben, ça doit être autre chose là, pour ceux qui ont l'application en anglais. L'important, on voudrait surtout que vous fonctionniez avec ça principalement. Ça va permettre soit d'envoyer des questions directement aux panélistes, soit d'avoir diverses questions. On va également utiliser le volet sondage. Et puis, vous pouvez évidemment utiliser le chat pour faire une discussion directement avec un individu que vous vouliez cibler. Mais le risque, c'est si vous utilisez le chat pour poser des questions aux panélistes, bien là, les questions, on risque de les perdre parce qu'il y a une série de questions qui vont rentrer. Donc, ça va être beaucoup plus facile de faire la gestion via le Q&R. Ça, c'est l'information générale. Donc, principalement, vous allez obtenir un lien spécifique qui va être envoyé pour vous connecter. Vous l'avez déjà eu. Il y a toutes sortes de particularités. Le webinaire, bien, il est enregistré automatiquement. Donc, vous allez pouvoir y revenir, le revoir. Évidemment, vous ne pourrez pas poser des questions en l'écoutant dans 3 semaines. Vous n'aurez pas de réponse. Donc, globalement, ça ressemble à ça. Les participants auront la possibilité de voter pour des questions qu'ils trouvent importantes. Il va y avoir évidemment des prix de participation. Il y a la fonction « Lever la main ». Vous avez dû utiliser plusieurs plateformes à ce jour. Donc, entre autres, avec Zoom, bien, il y a également l'option de lever la main. Donc, c'est possible. Et pour moi et pour le conférencier, ça va permettre de voir la main levée et soit d'intervenir directement pour le conférencier, il pourra peut-être soit vous répondre directement à la question. Parce que l'objectif, évidemment, c'est de susciter un peu d'interaction. Mais évidemment, il ne pourra pas répondre de façon continue à toutes vos questions. Il va d'abord se focusser sur sa présentation. Le chat, bien, je l'ai précisé, il peut être utilisé pour commenter les présentations ou s'adresser directement aux panélistes pour une situation particulière. Donc, bienvenue à tous. Je vais vous présenter notre premier conférencier. Il s'agit d'Olivier Baès, qui vient de chez FP Innovation. Il s'occupe au niveau des systèmes de construction et il est dans le domaine depuis au-delà de 20 ans. Il va nous traiter du sujet de comparer les différents principes de base technologique du MSR pour le projet Mélèze. Alors, Olivier, M. Baès, bienvenue et bonne présentation. Vous avez une vingtaine de minutes pour la présentation et une dizaine de minutes pour la série de questions. Alors, à vous, la parole. C'est parfait. Je vais faire le partage. OK. Enfin, on voit bien. OK. Ben, comme Sylvain me disait, je m'appelle Olivier Basse. Je travaille chez FP Innovation dans le département des systèmes de construction depuis un peu plus de 20 ans. Aujourd'hui, je vais vous parler du classement par contrainte mécanique, le MSR, puis d'un outil d'aide à la décision, à la trousse MSR. Certains le connaissent plus sur le nom du MSR Toolkit. Ça a gelé. OK. Un petit aperçu de la présentation. Je vais parler du bois MSR, le cadre normatif, les caractéristiques qui affectent le rendement MSR, les particularités de 3 technologies courantes dans l'industrie,
puis les points à porter attention à ces technologies-là. Les outils d'aide à la décision pour aider à simuler les rendements MSR puis optimiser les revenus. Un petit sommaire sur le bois MSR. Je me doute que pour grand nombre d'entre vous, c'est du connu. Si on classe le bois de manière non destructive, c'est afin de prédire sa résistance et sa rigidité. Traditionnellement, on faisait le classement de façon visuelle, selon les caractéristiques du bois. C'est par exemple les nœuds, la flash, déviation de fil. Aujourd'hui, ça existe toujours, mais à partir de 1963, en Amérique du Nord, des machines de classement en ligne sont apparues pour évaluer pièce par pièce la rigidité du bois, puis ça combiné à un classement visuel par un employé. Tout ça, ça a évolué pour devenir ce qu'on appelle maintenant le classement MSR. Les premières machines de classement qui sont apparues évaluaient la rigidité, le MOE, de manière mécanique par flexion à plat. Les machines ont ensuite validé, excusez-moi, le classement des machines est ensuite validé par un échantillonnage aléatoire suivant les principes de la charte du contrôle QSUM. Puis avec les années, différents types de... Oh, ça... oh, OK. Avec les années, différents types de méthodes ont été développées pour mesurer les MOE. Excusez-moi, il y a une question qui est apparue en même temps sur l'écran. Je t'ai rendu où? OK, ouais. Développé pour mesurer les MOE afin d'être plus précis, rapide, puis avoir moins d'entretien sur l'équipement. Les types de machines développées sont de type mécanique à mesure longitudinale, mécanique à mesure transversale, rayon X, vibration longitudinale et vibration transversale. Il y a comme un petit bug. OK. Le cadre normatif au Canada est régi par le Code national du bâtiment, la norme CSA O86 dans le charpente en bois, puis la norme SPS2 de NLGA. Toutes les usines produisant du bois MSR suivent la norme NLGA SPS2 au Canada. Puis dans tous les laboratoires, les contrôleurs de qualité, c'est quelque chose qui suivent quotidiennement. L'utilisation du bois classé MSR, c'est principalement pour les fermes de toit, les poutrelles du bois lamellé collé, du CLT ou tout autre bois d'ingénierie. Pour ce qui va être du bois d'œuvre, ben, ça va être plus pour de la construction générale, comme des colombages de maison. Ce qui va affecter principalement le rendement MSR, il y a les facteurs directement reliés à la pièce de bois elle-même et d'autres facteurs, comme la teneur en humidité, qui est très importante, sa température, les nœuds, déviation de fil, bois de compression et flash, mais il y a aussi d'autres facteurs qui ne sont pas reliés au bois directement, comme la formation des employés, les équipements mis à sa disposition, l'environnement de travail, puis les entretiens et équilibrations des équipements. Une note importante, c'est une machine MSR peut être plus performante pour certaines essences de bois, puis moins performante pour d'autres. C'est que ça se peut qu'elle ait été développée dans un autre pays, puis les bois utilisés lors des tests, puis choses, il n'y a pas exactement les mêmes essences, puis les mêmes densités, puis types de nœuds, ce qui peut influer si on fait des tests, par exemple, sur l'épinette noire, puis on regarde une pièce que c'était plus haute densité, mais pas de nœuds, parce que dans nos pièces, on en a quelques-uns. La première technologie qu'on va regarder, c'est la machine à classement mécanique longitudinal. Le classement mécanique de manière longitudinale, il permet, lui, d'avoir un profil sur toute la longueur de la pièce. Nous mesurons toutes les variations de MOE, le positionnement des nœuds et les autres caractéristiques qui est mesuré de manière mécanique. Elle permet d'avoir plus facilement des caractéristiques qui affectent la rigidité de la pièce, qui inclut le MOE minimum.
étant donné que les mesures sont prises tout au long de la pièce. C'est une technologie qui permet d'avoir un bon niveau de précision, puis l'utilisation des pièces pour ce type de classement-là. Et principalement, c'est des pièces qui vont être utilisées en tension, comme des semelles de poutrelles, des lamelles de bois lamellées collées. Il y a beaucoup de pièces mobiles pour des machines de ce genre-là, donc un entretien régulier est très important pour les machines pour s'assurer d'avoir une bonne prise de mesure. Étant donné qu'elle est longitudinale, une grande superficie est requise dans l'usine parce qu'on a besoin d'une section pour rentrer la pièce, la longueur de la machine et une zone de sortie. Ici, on a le schéma d'une pièce qui passe dans une machine à mesure longitudinale. Là, on voit une double déflexion, est pliée sur vraiment là, les deux faces. Ça se peut qu'il aille juste sur une face. Ça dépend des types de machines. Fait qu'on voit aussi ensuite un profil sur toute la longueur de la pièce. On voit bien les variations des modules d'élasticité qui est causé par les nœuds, déviation de fil, ça. C'est, comme je disais tout à l'heure, il dit on a un moyen, puis c'est bon parce que ça donne un E minimum. Ça donne une information de plus pour le classement de la pièce. La seconde technologie, ça va être le classement mécanique, mais de manière transversale. Cette machine mesure de manière transversale la rigidité des pièces, le MOE. Un des avantages avec la longitudinale, c'est qu'elle utilise moins d'espace que la longitudinale. C'est une technologie qui permet d'avoir un bon niveau de précision. Puis l'utilisation des pièces classées par ça, c'est bien pour des pièces en tension, comme les semelles de poutrelle ou des lamelles de bois pour du lamellé collé. Il y a moins de lectures qu'une machine longitudinale. Il va y avoir une ou deux lectures par pièce, c'est que ça va nous donner un moyen directement, puis on n'a pas accès à un E minimum. La troisième technologie qu'on voit aujourd'hui, c'est les machines acoustiques, des vibrations longitudinales. C'est une technologie qui offre un bon rendement MSR. Les machines qui mesurent le MOE par vibration longitudinale, ils se basent sur des lectures de masse volumique de l'aire de la section transversale, puis la longueur de déplacement axial de l'onde. Sa masse, sa longueur, la fréquence, la géométrie de la pièce, la teneur en humidité, ça fait partie des facteurs qui peuvent affecter les lectures. Donc, il faut vraiment bien que les appareils soient bien calibrés pour s'assurer une bonne prise de mesure. Le positionnement des caractéristiques dans la pièce est moins facilement capté par une technologie comme ça. Une source de vérification en ligne est importante pour détecter les caractéristiques non reconnues par la machine elle-même. Je vais vous montrer ça sur la prochaine diapo. Ici, on a un exemple d'une onde qui est parcourue le long d'une pièce. Côte à côte, on a une pièce qui se trouve à être claire de nœud, puis l'autre qui a un petit défaut. On va dire que c'est pas un défaut, c'est une caractéristique. On a mis un nœud. L'onde parcourt la pièce de bois clair avec un aller-retour direct. Puis on voit quand il y a un nœud, comment que ça peut être affecté. Le signal est influencé. Fait que c'est une des particularités, mais on ne voit pas exactement le positionnement où ça se trouve. Une chose qui est importante, c'est peu importe la technologie de la machine qu'on utilise, il y a des points qui sont vraiment importants à considérer. C'est les entretiens mécaniques de la machine qui comportent tous des éléments mécaniques. C'est toute technologie qu'on a, il va toujours y avoir du mécanique. C'est vraiment important que tout soit en bon état de marche. Puis l'étalonnage des cellules de charge, laser, microphone ou tout autre appareil branché pour faire l'acquisition du MOE, c'est très important. L'environnement, les températures ambiantes, poussière, vibration, vibration des équipements, puis la luminosité, c'est très important à considérer.
Je vais vous parler maintenant de la trousse MSR, le MSR Toolkit. Ça a été développé pour aider les usines pour l'ajustement des limites de classe en production, puis l'aide au suivi du contrôle de la qualité par QSUM. Puis ça nous permet aussi de donner des productions alternatives sur notre production courante. C'est un outil qui aide à optimiser des limites de classe avec des productions tout en simulant instantanément sans modifier les limites de classe. C'est vraiment là, un outil là, qui aide à simuler pour nous aider à prendre des décisions pour nos limites. Comment ça fonctionne? C'est en premier lieu, on fait l'acquisition de données d'une production courante. On prend un échantillonnage de plusieurs pièces, puis comme on dit, le plus, c'est mieux. Toute machine de classement MSR a la possibilité de sauvegarder des données de production. Donc, on les exporte dans un fichier, puis on va les rentrer dans le logiciel. Un coup que les données sont exportées dans le logiciel, on peut débuter la sélection des classes produites par les limites de classe. C'est un coup que les limites sont fixées, on applique la sélection logicielle. Ça va nous donner exactement les rendements en fonction des limites qu'on a mis sur la production. On peut échanger comme on veut dans le logiciel si on veut voir si on aurait utilisé telle limite, quel aurait été notre rendement. Fait que, au lieu de passer des pièces et modifier directement en ligne, ben, on peut les simuler puis nous avoir exactement la réponse de ce qu'on a voulu avoir comme rendement. Ça nous permet aussi d'essayer si on produit juste, par exemple, juste du 1650 ou juste du 2100, ça donne quoi sur notre production. Il y a une fonction aussi que ça s'appelle la production optimisée. Ça, le logiciel nous donne l'optimal mathématique de la production échantillonnée. Comme on dit, c'est que ce n'est pas une suggestion de limite à utiliser, mais c'est vraiment la limite maximale possible que ce qu'on peut avoir. Lorsqu'on entre dans le logiciel, les données au début avec la base de données, on peut y rentrer aussi la température et l'humidité moyenne de l'échantillonnage qu'on contrôle, qu'on veut faire nos rendements avec. Puis en fonction des températures et humidités qu'on a rentrées, on peut connaître la perte de pourcentage de rendement qui est causée à cause si le bois est trop humide ou s'il est vraiment très gelé. Là. On va avoir vraiment là, la correction pourcentage en fonction des valeurs qu'on y a mis. Pour l'humidité, c'est fixé à 15 %. C'est le chiffre, le pourcentage que toutes les tables de valeurs de design sont référencées. Puis c'est aussi la valeur cible qu'on devrait avoir au séchage. L'autre partie de la trousse MSR, ça va être le MSR QSUM. Le MSR QSUM, ça se trouve à être l'autre partie du logiciel qui sert à faire vraiment le suivi là, des pièces échantillonnées sur nos factions, là, les 5 pièces par faction. Excusez-moi. Il suffit juste d'entrer les données. Il dit par production et par faction. Ça nous permet, avec les humidités et tractions, si on fait le suivi des humidités et des tractions aussi. Puis on a les courbes automatiques de nos valeurs. Si on tombe hors contrôle, le logiciel il va le détecter. Puis ça nous permet aussi de contrôler là, à distance. Là, on peut consulter là, les données. Fait que c'est un petit outil là, qui est vraiment pratique, puis ça l'éviterait de faire le suivi encore papier et tout ça. Fait que je vous remercie d'avoir écouté ma présentation. Si vous avez des questions, je suis à vous. Merci, Olivier. N'hésitez pas à poser des questions. Vous avez l'option Q&R, questions et réponses, qui sont directes, où il y a également le volet anglais là, pour ceux qui l'ont
Denis, tu peux peut-être mentionner ce que ce sera, mais anyway, c'est en anglais. Là. Et puis, sinon, par le chat, il y avait une question tantôt au niveau de la discussion. Tu y as peut-être répondu. Oups, là. Je suis en train de regarder. C'est-à-dire qu'on avait un vrai ou faux de Martin. C'est peut-être toi qui l'avais mentionné, là. Donc, vrai ou faux, une machine émissaire peut être plus performante pour certaines essences. Puis Martin aurait répondu à tous faux. Ah. Oui, alors ça, c'est justement la question pour les prix de présence. Là. Pour les prix de présence, OK. C'est ça, c'est la petite question test. Elle est apparue dans le chat par erreur, mais donc c'est la question qu'on pose à tout le monde à ce moment-là. Parmi les bonnes réponses, donc on donnera le gagnant lors de à la prochaine, après la prochaine conférence. Là. Mais donc, vous avez encore quelques minutes pour répondre à cette question-là. Est-ce que c'est vrai ou faux qu'une machine émissaire peut être plus performante pour certaines essences? C'est ce qu'Olivier vient de la mentionner tout à l'heure. Simon, je te laisse la parole. Voir s'il y a d'autres questions dans la salle ou s'il y en a qui lèvent la main. Il y a deux moyens, donc soit lever la main ou soit l'écrire dans le chat directement. Okay. Donc, à ce jour, je ne vois pas de main levée. Les autres questions dans le chat. Ça, c'est pas pour ça. Et puis, au niveau du Q&A, il n'y a pas de questions non plus. Au niveau de nos panélistes, est-ce qu'il y a des questions? Simon, c'est Sven Gustafsson de QWeb. J'aurais peut-être une question. Le QSUM, je ne suis pas un spécialiste, mais Olivier, pourrais-tu un peu plus expliquer juste le concept QSUM? C'est pour le contrôle de qualité en ligne. C'est dans le fond, quand on produit du bois MSR, on fait un échantillonnage aléatoire sur la production. Donc, on sort 5 pièces par faction, puis on contrôle la production courante. Admettons qu'on fait un 1650. La limite de classe va être du 1.5. La moyenne 1.5. Donc, on fait le suivi pour s'assurer qu'on se trouve à produire ce qu'on... Comment je pourrais dire ça rapidement? C'est quand tu achètes un bundle de 1650, ton bundle devrait avoir 1.5 MPSI et plus. Et dans le fond, on s'assure que c'est correct en faisant les suivis du QSUM. C'est des pièces aléatoires qu'on prend. On en teste 5 par faction et on fait le suivi et ainsi de suite pour chaque faction pour que la production s'assure qu'on est en contrôle. Simon, merci. Ça va. Simon, il y a une question dans les questions. Oui, j'ai vu dans les questions-réponses. Donc, Sylvain, je peux répondre à cette question. Ça va. Okay. Oui, en fait, c'est le vieux titre qui avait été soumis. Là. Il y a eu peut-être un petit glitch. Là. Mais oui, il y a eu une étude MSR qui a été faite au compte du ministère Forêt, Faune et Parcs. En fait, il y a eu 2 études dont le CFQ a collaboré. Ce rapport-là est disponible auprès du ministère Forêt, Faune et Parcs. En fait, on a étudié le potentiel de rendement MSR des essences nordiques, essentiellement le mélèze et l'épinette de Norvège. Donc, on avait fait une caractérisation en usine de ces 2 essences-là. Donc, comme je dis, le rapport est disponible qui présente le potentiel de rendement MSR de ces 2 essences-là et aussi une genre de feuille de route pour pouvoir éventuellement permettre des essences nordiques reconnues dans la norme NLGA SPS 2. J'espère que c'est Très bien, merci Olivier. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle ou sur le chat? Là, je vais fermer mon... J'ai peut-être Sylvain ici, le gagnant, qui aurait peut-être une question. Ou...
Sylvain vient de répondre. En fait, je viens de répondre, Simon. OK. C'est moi qui ai répondu à la question. Ça va. OK. Donc, quelle est la proportion de bois MSR qui est produite au Québec? Question de M. Normand Paradis. Ça, Normand, je n'ai pas cette réponse-là. J'imagine que la meilleure personne pour pouvoir savoir ça, c'est Sven ou Denis. C'est Sven et Denis, d'après moi, qui vont avoir ça sur le bout des doigts ou pas loin d'eux. Je n'ai pas le chiffre là, directement devant moi, là, mais je peux vous le trouver d'ici la prochaine rencontre. Là. Dans l'étude qu'on avait faite avec Pricewaterhouse là, pour les produits au niveau de la comparaison des produits du Québec versus les autres provinces, on avait fait un estimé, une analyse des produits pour chaque usine. Donc, roughement, j'aurais tendance à penser à environ 10 à 15 là, potentiel. Mais je vais vous rechercher l'information puis peut-être le dire à la prochaine période de questions. Bon, merci, Denis. Alors, peut-être une dernière... Oups, j'ai des questions aussi. Oui. Éric, avez-vous une étude sur la précision du MOA pour chaque type de machine? On a fait une étude dans le début des années 2000 sur 4 types de machines. Il y a eu la Dynagrade, la HCLT, TMG, puis News, la XLG. Ça fait plusieurs années qu'on en parle que ça serait peut-être pertinent d'en refaire un autre. Mais oui, il y a quelque chose. Peut-être nous contacter, puis directement, m'envoyer un courriel, on pourrait regarder ça. Si vous avez une question un peu plus spécifique sur ce que vous cherchez. Là. Mais il existe de quoi, oui. Merci. Il y a une autre question de Ibalima. Oui, les feuilles pour du QSUM, c'est une possibilité. Ça serait à voir avec le CIFQ si il accepte qu'on y aille juste avec le logiciel. On pourrait regarder ça. Là, mais c'est pour aider à le faire. Puis éventuellement, pour y aller juste par ordinateur. Olivier, Denis va répondre directement à cette question-là. Oui. Oui, c'est possible de le faire. Il s'agit de s'entendre avec l'inspecteur, puis à ce moment-là, on élimine le papier, on fait seulement la vérification du programme là, de QSUM. Là. Moi, ce que je suggérerais, c'est de rouler en parallèle les deux pour un certain temps. Oui. Puis comme ça faciliterait un suivi là, pour s'assurer que tout est conforme, tout va bien. Ça va. Je n'ai pas d'autres questions sur le chat. De toute façon, il y aura une période par la suite, à la fin, entre, mettons, midi quart et 12h45 pour reposer des questions aux divers panélistes. Donc, vous pourrez certainement y répondre. Donc, je vais demander aux panélistes de rester avec nous d'ici cette période-là pour ce matin. Et puis, je ne vois pas d'autres questions. Oups, non, ça va, excusez. Donc, tantôt, je ne me suis pas nommé. Simon Talbot, je suis de l'école de foresterie du Chêné. Donc, je suis conseiller pédagogique ici. Et puis, j'ai étudié en foresterie au bac avec mon collègue Denis Rousseau. Donc, ça me fait plaisir d'être là encore également. On va passer à notre prochain conférencier, je crois. Donc, notre prochain conférencier, désolé, je passe mes feuilles devant vous. Vous êtes habitué de me voir sur le stand habituellement avec mes feuilles dans les mains. Donc, c'est un peu le même principe avec la caméra. Le prochain conférencier va traiter de l'évolution des marchés des produits de construction et les tendances mondiales. Il s'agit de M. Nsimba Kinouani. Il est titulaire d'une maîtrise en économie forestière de l'Université Laval, a rejoint FP Innovation en 2017 en tant que spécialiste senior en analyse des affaires pour le département de construction durable et gère présentement le groupe analyse de marché. Alors, M. Kinouani, bienvenue. Oui, merci, M. Talbot. Donc, merci au CIFQ pour l'invitation. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, très bien. OK. Donc, merci pour l'invitation. Moi, c'est ma première présentation, ma première participation aux ateliers très réputés du sillage du CIFQ. Alors, je vais vous présenter les tendances produits de construction. Je vais juste partager mon écran.
mettre en mode présentation. Est-ce que vous voyez? Ça va, c'est correct. Parfait. Donc, c'est sûr que c'est un vaste sujet. Je ne vais pas couvrir l'ensemble de tout ce qui se passe dans le monde, mais on va essayer de dresser un portrait qui qui montre un peu les tendances dans le monde et surtout en Amérique du Nord, mais c'est surtout leur impact sur la chaîne d'approvisionnement, sur l'approvisionnement en ces matériaux-là. Donc, si on regarde au niveau mondial, on voit que la population mondiale est en croissance. Hein, malgré cette année, il y a un peu, je pense qu'il y a un ralentissement avec la COVID, mais la population mondiale est en croissance depuis plusieurs années et ça va continuer à augmenter. Et cette population-là demande à être logée, demande plus de soins au niveau des institutions, donc les hôpitaux, les écoles, et demande aussi à magasiner. Donc, il y a des centres commerciaux qui sont bâtis parce que la population, les besoins s'accroissent. Mais en même temps, on remarque qu'au niveau de la construction, il y a comme un décalage, il y a un retard au niveau de l'offre des bâtiments par rapport à la demande. On les remarque particulièrement aux États-Unis et dans plusieurs autres pays aussi. Donc, l'industrialisation de la construction, donc construire des bâtiments au niveau des usines devient une solution qui est préconisée dans plusieurs pays. Aujourd'hui, l'idée, c'est pas de faire un cours sur l'industrialisation de la construction. Il y a un bel article dans le journal, en tout cas, il y a le dernier numéro du journal Construire des Secobois traite spécifiquement de ces sujets-là, l'industrialisation de la construction. Donc, il y a plus de détails. Moi, je vais voir quelles sont les tendances et quels sont les impacts pour la chaîne d'approvisionnement. Donc, lorsqu'on regarde cette courbe ici, la dynamique du marché de la construction dans le monde, ça c'est au Canada, on voit que la productivité au niveau du secteur industriel s'accroît. Donc, au cours des 40 dernières années, ça s'est accru au Canada de plus que 55%. Mais pendant cette même période, si on regarde la courbe en bas, au niveau de la construction, il y a eu une baisse de la productivité. Donc, on s'est dit, il y a un problème. Malgré tous les outils qui sont mis en place, il y a un problème au niveau de la productivité. Et comme la demande continue à s'accroître, ben, ça prendra quelque chose pour changer, pour accroître la productivité et ainsi permettre à ce qu'il y ait un équilibre entre l'offre et la demande. Et l'industrialisation, donc construire des bâtiments au niveau des usines, devient une solution préconisée. Des études ont été menées particulièrement par plusieurs firmes internationales, dont McKinsey, qui déterminent qu'il y a des facteurs qui favorisent la préfabrication ou l'industrialisation de la construction, qui devient en fait quelque chose de pas seulement recommandé, mais ça devient quasiment obligatoire si on veut résoudre des problèmes de productivité, si on veut réduire l'écart entre l'offre et la demande. Parce qu'on se rend compte de deux choses. La base qui favorise l'industrialisation, c'est surtout le décalage entre l'offre qui est restreinte par rapport à la demande qui est en croissance. Aux États-Unis, seulement on parlait de près de 4 millions de maisons qui n'étaient pas construites, alors que la demande était là parce qu'il manquait de la main-d'œuvre. Donc la main-d'œuvre devient un problème critique et on le sent partout, dans tous les secteurs, mais particulièrement dans le secteur de la construction. Donc, le décalage entre l'offre et la demande, les besoins criants en main-d'œuvre font en sorte que l'industrialisation de la construction devient quelque chose, un chemin obligatoire. Et ce n'est pas seulement en Amérique du Nord, partout dans le monde, la Chine a préconisé, a mis un règlement qui dit que d'ici un objectif, que d'ici 2030, ils veulent avoir depuis 2025, ils veulent avoir 30%. Ils veulent avoir 30% là, j'hésite parce que je ne vois pas mon écran à droite parce que j'ai les noms ici. OK, je l'ai fermé, c'est bon. Donc, 30% des bâtiments préfabriqués d'ici 2025 en Chine. Le règlement est passé et les impacts sont là. Et la Corée aussi a une des mesures qui favorisent
l'industrialisation de la construction. Donc, on voit que c'est vraiment une tendance mondiale et cette tendance mondiale-là a des impacts dans plusieurs secteurs et notamment dans les secteurs de l'approvisionnement parce que ces gens-là demandent des produits qui sont différents de ceux qui sont habitués, qu'on est habitué de voir sur les marchés. Il va falloir commencer à les regarder comme des clients particuliers, les gens qui vont fabriquer des bâtiments au niveau des usines et non dire la construction, c'est la construction, donc on, on fournit des produits sur le marché et on dit débrouillez-vous. Non, on doit les regarder comme on les regarde. On regarde certains segments des marchés au niveau de la consommation de bois. Donc, si on regarde en Chine, en 2019, il s'est construit, la construction préfabriquée représentait 13% de toute la construction, une croissance de 45% par rapport à 2018. Donc, la Chine a toujours cet objectif de 30% des bâtiments préfabriqués d'ici 2025. Là, ils sont rendus presque à la moitié, mais ça croît de façon exponentielle. Si on regarde la part des marchés des produits du bois, c'est encore très faible, mais ça représente quand même, dans l'échelle de la Chine, quand même 2,5 millions de mètres carrés des bâtiments. Mais on se dit, plus ça va continuer à s'accroître, plus ça va être une opportunité pour les fabricants des matériaux de construction et aussi pour les fabricants des produits du bois. On regarde la même chose, on voit la même chose au niveau de la Corée. Dans la dernière décennie, la décennie qui vient de se terminer, on voit qu'il y a une croissance phénoménale des bâtiments préfabriqués en Corée, alors que la décennie avant, c'était très faible. Et on sait qu'au Japon, c'est un segment de marché de la préfabrication qui est déjà là depuis de nombreuses années. Malheureusement, ça stagne autour de 15% des bâtiments préfabriqués, mais il y a d'autres pays comme en Australie et surtout en Suède où la préfabrication des bâtiments résidentiels représente présentement presque 80% des bâtiments sont préfabriqués. Donc, c'est une tendance mondiale. Donc, comme j'ai dit tantôt, l'idée, ce n'est pas de vous faire un cours sur la préfabrication. Il y a un beau journal qui vient de paraître, vous pouvez lire plus de détails là-dessus, mais cela implique quoi au niveau de l'industrie du bois? Donc, si on voit l'évolution de ces tendances-là au niveau nord-américain particulièrement, on voit aussi qu'il y a des changements qui s'opèrent. Au Canada, on a de plus en plus de bâtiments multi-étagés comparativement aux bâtiments résidentiels unifamiliales. Donc, au Canada, on construit à peu près 50% des bâtiments résidentiels multi-étagés et au Québec, c'est 70%. On voit les condos pousser partout parce que c'est vraiment le marché de la construction résidentielle, c'est vraiment dans les multi-étagés. Alors qu'aux États-Unis, on parle encore de 30%. Mais qui est quand même en croissance plus rapide que les maisons unifamiliales. Mais ça, c'était avant la COVID. On ne sait pas avec la COVID, les gens cherchent une sécurité. Ils disent que les maisons en campagne avec le télétravail sont plus sécuritaires que des bâtiments peut-être en ville, mais on verra. Est-ce que c'est juste une peur de la situation actuelle ou c'est une tendance qu'on va voir pour les prochaines années? Ça, l'avenir nous le dira. Pour le moment, on sait que les multi-étagers a une croissance plus forte que l'unifamilial. Alors, ça implique quoi? Ça implique qu'au niveau des normes, avant, on avait des bâtiments de 1 à 4 étages qui étaient autorisés pour être construits en bois. Avec cette croissance du multi-étagé, il y a des représentations qui sont faites par des organismes comme FP Innovation et d'autres organismes pour influencer les changements au niveau du code du bâtiment. Et présentement, il y a les bâtiments 5 à 6 étages qui peuvent maintenant être construits en bois. Et on voit qu'au niveau de la construction, il y a de plus en plus de bâtiments qui sont construits en bois jusqu'à 6 étages. Et ça ne s'arrête pas là. Il y a des changements aussi qui vont être publiés
sont publiés cette année pour que les bâtiments soient au Canada, jusqu'à 12 étages peuvent être construits en bois. Là, dans ce cas-là, on parle de bois massif. Et aux États-Unis, les codes du bâtiment l'année prochaine va autoriser les bâtiments jusqu'à 18 étages. Donc, on voit qu'il y a des changements qui s'opèrent. Nous, chez FP Innovation, on suit la construction des bâtiments en Amérique du Nord et même en Asie de façon assidue chaque année pour déterminer quels sont les segments des marchés qui sont les plus en croissance. Donc ici, on peut voir aux États-Unis que oui, il y a une croissance au niveau des superficies des bâtiments de 1 à 4 étages, mais cette croissance-là est limitée en termes de part des marchés. Donc ça se limite autour de 60% des parts des marchés des bâtiments multi-étagés qui sont construits de 1 à 4 étages. Alors que si on regarde dans des bâtiments avec les étages plus élevés, on voit que c'est ces proportions-là qui sont en croissance. Et on voit particulièrement les 5 et 6 étages qui représentent quand même 18% et les autres segments qui sont aussi en évolution. On fait le même exercice au niveau du Canada pour voir la proportion par segment. Donc, de cette façon-là, en influençant les codes du bâtiment, on peut savoir quelle proportion ou quelle part des marchés on peut aller chercher, quel volume de bois ça représente. Donc, avec cette croissance, avec cette autorisation, ce changement au niveau des codes des bâtiments, on voit qu'il y a de plus en plus de marchés qu'on peut aller chercher. Cependant, comme il y a des changements au niveau, il y a de plus en plus de parts des marchés, mais ce sont des produits qui sont différents, qui est seulement du 2 par 4 avec lesquels on est habitué. Lorsqu'on regarde au niveau de l'offre du bois, généralement, il est caractérisé par 3 gros segments de marché. D'abord, on cherche à produire du bois premium pour les grandes surfaces, Home Depot et Lowe's et consorts. Et les bois bas de grade va dans les fabricants de palettes et manutention, alors qu'au milieu, on a du 2 meilleurs. Les 2 meilleurs, on dit, c'est pour la construction. Alors que les premiums, c'est pour la rénovation, les 2 meilleurs pour la construction. Et on assume en faisant ça que la construction, c'est pareil. Donc, tu prends du bois puis tu construis. Alors que les marchés de la construction lui-même, excusez, les marchés de la construction lui-même est en changement, comme on vient de voir. Donc, la préfabrication est encore une faible partie du marché de la construction en Amérique du Nord, mais cette proportion-là est appelée à augmenter. À quel rythme ça augmente, ça dépendra de toutes les mesures et de toutes les incitatifs et toutes les recherches qui sont en train d'être faites et aussi de tous les facteurs dont on a parlé tantôt. Donc, au niveau de la productivité, manque de main-d'œuvre, au niveau de la demande qui s'accroît plus vite que l'offre. Donc, tous ces facteurs-là et au niveau de la réglementation et des incitatifs. Tout ça va faire que ça va accélérer la construction industrialisée et ça va avoir un impact sur l'offre des matériaux. Donc, dire qu'on fournit du 2 meilleur sur les marchés, chez les grossistes, et puis bon, que tout le monde vient piger dans la pile pour se servir, ce n'est pas vraiment une bonne stratégie si on regarde à l'avenir. Parce que ces segments-là, ces marchés-là, c'est des marchés diversifiés. On ne peut pas les prendre comme un tout. Donc, il y a des défis à relever. Nous, chez FP Innovation, on a un programme de recherche sur la construction industrialisée qui a débuté l'année dernière. Et une des recherches qu'on a faites nous a démontré que les usines qui font la construction industrialisée, plus elles sont automatisées, plus ils demandent des produits de bois d'ingénierie parce qu'ils veulent du bois qui sont droits, ils veulent du bois qui répondent spécifiquement à l'automatisation de leurs machines. Donc, lorsqu'il y a un bois qui n'est pas
conformes à leurs critères, ça peut bloquer les processus. Donc, la courbe le montre très clairement que plus le système est automatisé, plus il demande de bois d'ingénierie et voire même des produits substituts comme l'acier. Bon, heureusement, pour le moment, il n'y a pas beaucoup d'usines automatisées, donc totalement automatisées au Canada. Il y en a peut-être une ou deux, mais si ces usines-là, avec tous les problèmes de productivité, continuent à augmenter, donc ils vont demander de plus en plus de produits qui sont des bois d'ingénierie. Ou sinon, ils vont se tourner vers d'autres produits substituts. Donc, ça demande non seulement une réaction rapide au niveau des fournisseurs de produits, mais aussi une agilité et une diversification des produits qui sont offerts sur les marchés. Donc, l'industrie a des enjeux de différents ordres, notamment des enjeux technologiques que nous allons parcourir rapidement pour les temps qui nous restent. Donc, au niveau des enjeux technologiques, il y a en particulier les enjeux de qualité. Vu que la demande des produits de bois d'ingénierie est en augmentation, ces produits-là, on a remarqué en faisant des enquêtes auprès des industriels, ce ne sont pas des produits standards. Ils ne demandent pas un 2x4 ordinaire. Les séchages, ils demandent un séchage souvent de précision, un rabotage précis et une limitation au niveau de la flash. Donc, au niveau de la deuxième et troisième transformation, si on regarde les fabricants de construction industrialisés, si on prend par exemple les gens qui fabriquent des fermes de toit ou fermes de plancher, ils ont une tolérance à la flash qui est faible à cause de l'application de plaques métalliques. Au niveau du bois lamelé collé, ils veulent les rabotages précis, ils veulent des arêtes quasi vives, peu ou pas de flash du tout. Et pour les murs, ce n'est pas vraiment la flash qui est un problème, mais la torsion. Ils veulent du bois qui soit très droit, parce que si le bois est croche, donc on va les couper en plusieurs morceaux, ça retarde, donc ça baisse encore la productivité. Or, on a industrialisé la construction pour accroître la productivité, et lorsqu'on s'attarde sur chaque morceau de bois, parce qu'il faut les corriger, ces gains de productivité qu'on vient d'obtenir, on les perd. Au niveau des dimensions non standards, on a remarqué qu'il y a certains acheteurs qui veulent du bois plus épais, qui veulent des bois de différentes largeurs. Les gens qui font des CLT, la norme dit, bon, vous pouvez avoir telle épaisseur, mais la largeur peut être variable. Donc, ça permet aussi à l'industriel qui fabrique d'offrir des produits avec différentes largeurs et optimiser en fait les rendements matières dans son usine. Et aussi, donc si on regarde au niveau des fermes de toit, fermes de plancher, la même chose. Donc, il y a différentes dimensions qui peuvent être fournies à ces gens-là. Et non dire que, bon, puisque c'est la construction, ben, allez-y avec ce qui existe sur les marchés. Donc, on peut en fait segmenter notre offre au niveau du marché de la construction. Comme on a segmenté l'offre au niveau des marchés de la rénovation, on peut la segmenter. On peut offrir certains produits pour les gens qui font des fermes de toit, certains autres produits pour les gens qui font des murs, et ainsi de suite. Mais pour cela, il faut être très agile. Il faut réagir rapidement et offrir une gamme variée des produits. Donc, si on regarde au niveau des taux d'humidité, on est habitué à produire en bas de 20% des taux d'humidité, mais pour faire la deuxième, troisième transformation, on a besoin de taux d'humidité encore plus bas. Mais si c'est juste pour un petit volume, souvent l'usine a la difficulté à s'ajuster parce que le séchoir, lui, prend plusieurs des gros volumes. Donc, il y a des technologies qui sont en développement, et notamment chez FP Innovation, où on peut, sans changer son mode de fonctionnement, mais avoir une ligne où on peut faire un séchage rapide pour servir certains marchés bien spécifiques. Donc, c'est vraiment l'agilité que ça prend et l'industrie doit s'adapter à ces changements-là. Donc, en gros, c'est ça que j'avais à partager ce matin avec les temps qui nous est imparti. Et si vous avez des questions, ça me ferait plaisir de répondre soit tout de suite ou plus tard. Alors, merci. Merci beaucoup, M. Kinouani. J'ai eu une main levée de Iba Lima. Donc, je demanderai à monsieur ou à madame
Ibalima de poser la question, s'il vous plaît. Simon, il faut lui donner le micro à l'instant, je vais lui donner. Ah, OK. Si on peut, là, je ne le retrouve pas. Hop, répondre en direct. Une erreur de sa part, Kézé. C'était une erreur de sa part, donc c'était un accident. OK. La main levée. OK. Donc, on va aller au niveau des questions. Je ne sais pas s'il y a eu des questions autres du groupe. Au niveau des particularités, en tout cas, est mentionné par M. Kinouani, et dans les dernières années, évidemment, la particularité au niveau du séchage, là, ça prend du bois plus sec, ça prend des spécificités plus belles, disons, pour le bois au niveau de deuxième transformation, puis le bois au niveau de la construction préassemblée, et ainsi de suite. Peut-être que vous avez des éléments, M. Kinouani, que vous n'avez pas pu élaborer suffisamment et que vous voudriez préciser. Je vous laisse la parole. Oui, ben nous, c'est un programme de recherche qui est sur plusieurs années. Donc, on continue les recherches à ce niveau-là. On consulte encore présentement l'industrie de la préfabrication, mieux connaître leurs besoins. Et ce qui en ressort, c'est que nous voulons travailler mieux avec les fournisseurs de matériaux parce que nous avons les mêmes défis. Nous faisons face aux produits substituts, l'acier particulièrement, qui nous menacent. Donc, si on ne travaille pas ensemble, entre nous qui fabriquons ces composantes-là pour l'industrie de la construction, si nous ne travaillons pas étroitement avec les scieries, ben nous allons perdre la bataille. Donc, c'est sûr que l'usine qui fabrique avec du bois, il ne va pas se convertir directement à fabriquer avec l'acier. Donc, lui va dire, ben moi, je perds, mais la scierie aussi va perdre parce qu'on va perdre un marché. Donc, c'est vraiment dans ce sens-là. Je ne sais pas, Sylvain, si tu avais d'autres choses à ajouter par rapport à ça. Ben, en fait, on a sondé cette année le marché, l'ensemble des manufacturiers de bâtiments modulaires et préfabriqués au Canada. Les questions les réponses sont rentrées et on observe ce qu'on constatait. Là, vraiment, qu'est-ce que Nsimba a présenté, c'est que la qualité du bois qu'ils ont est problématique dans leur production automatisée principalement. Et ce qu'on constate, c'est que l'automatisation va que croître dans ces usines-là en Amérique du Nord. Donc, le besoin va s'en faire ressentir. Je donne un exemple. Une des plus grosses usines de bâtiments préfabriqués au Canada a transformé leur usine de bois solide standard à du bois composite, donc du LSL, du bois à partir de copeaux, uniquement parce que le bois qu'ils avaient ne rencontrait pas les specs de leur production. Donc, c'est un peu les menaces qu'on essaie de regarder pour vous. Essentiellement, l'acier léger. Il suffit de regarder ici, là, dans l'Est du Canada, ce qu'on croyait que le marché qu'on pouvait capturer dans l'ossature légère pour le 5 et 6 étages dû au changement du code, l'acier est en train de prendre le dessus. Et les raisons qu'on a, c'est la stabilité du bois. Donc, principalement, donc la flash, la courbure et tout ça, le bois qui est moins bien séché, contrairement, bien entendu, à l'acier qui est très, très stable. Donc, c'est un peu ce projet-là cette année qu'on a chez FP Innovation adresse un peu ces problématiques-là. Je pense qu'on a 3 questions. Là. Je ne sais pas. Oui, on a 3 questions, donc tu peux y répondre. La première étant le marché du CLT via la croissance du marché de la construction multi-étages. OK. La question, c'est est-ce qu'il y a une croissance du CLT? Vas-y comme ça. Oui, je pense que oui. Ben, écoute, des projets, des CLT des usines de CLT continuent à se construire. On voit de plus en plus une offre qui s'accroît, mais l'offre est encore très limitée par rapport à la demande. Hein, c'est sûr qu'il y a des défis aussi auxquels font face ces industriels-là. Ils n'ont pas, c'est pas parce que tu as une usine bâtie que tu peux l'utiliser à 100% et puis offrir ton produit. Il y a des défis au niveau passé de la production
et livrer les produits. Mais oui, les marchés sont en croissance parce que les segments des marchés qui sont autorisés maintenant à utiliser des bois sont de plus en plus grands et ça va continuer à s'accroître avec notamment jusqu'à 12 étages au Canada, jusqu'à 18 étages aux États-Unis. Ça peut être des bois encapsulés, donc entre 2 ou 4 épaisseurs de gypse, mais c'est quand même à l'intérieur, c'est du bois. Je peux répondre à la deuxième question. Très Oui. bien. Bon, je n'ai pas entendu parler de 7 Le 7 c'est presque impossible. En fait, je ne vous le recommande pas de sécher à 7 là. À part que lorsque c'est du LVL ou le plaquage là, qui est produit à peu près à ce pourcentage-là. Donc, on regarde normalement, lorsqu'on fait la construction à ossature légère, là, qui est du 4 étages et plus, 4 à 6 étages, c'est plus entre 12 et 15 qui serait recommandé. Donc, malheureusement, ça rejoint un peu l'autre question de M. Pelletier, j'imagine. Il n'y a pas de norme de classification spécifique au bâtiment ossature légère 6 étages. C'est encore du classement NLGA. Mais le bois qu'on va retrouver dans ces structures-là, ça va être essentiellement du premium, du MSR. Même que historiquement, avant que le Code national du bâtiment le permette, on avait rédigé avec la Régie du bâtiment du Québec et aussi la Colombie-Britannique des critères, des recommandations de bois d'œuvre et on recommandait du bois séché à 12-13 pour limiter le retrait différentiel des bâtiments qui peut être assez imposant lorsqu'on part du bois de 22-24 degrés pourcentage d'humidité. La dernière question de M. Pelletier, quand il parle si on a de ça. nouvelles normes de classification, non, il n'y a pas de normes qui sont proposées, mais chaque producteur, comme on l'a fait avec les bois premium, les gens se sont créés leurs normes pour satisfaire à certaines demandes. Donc, en parlant avec vos clients, les autres peuvent vous dire, ben, moi, je vais peut-être la flash, mais il ne faut pas que ça soit dans les bouts parce que c'est là où j'ai mis mes plaques. Donc, il y a des normes qui vont se créer, puis à un moment donné, ben, ça va devenir une norme officielle, mais pour le moment, si on prend les marchés de la rénovation, il n'y a pas vraiment de normes premium. Là. Donc, c'est des normes maison à date. Merci beaucoup. Je crois qu'on a une autre question de Ghislain Daigle. Bon, il dit en consultant, c'est un consultant en construction. C'est un consultant en construction qui avait indiqué cette exigence de 7 il y a 2 ans lors de ce même type de colloque. C'était peut-être une norme européenne, mais je ne sais pas. Oui, parce que 7 c'est... Ou un consultant qui ne connaissait pas le bois. Donc, merci. Merci, M. Kinouani. Merci, Sylvain Gagnon. Merci, Olivier Bast, pour vos présentations chez FP, nos deux premières. Vous avez cassé la glace ce matin dans cette nouvelle formule. Il y a toujours des questions au sondage. On a 58 participants actuellement, donc il s'agirait de ne pas hésiter à répondre au sondage. Là, il y a un vote qui est terminé théoriquement pour le sondage 1. Là, on a une question pour le sondage 2 qui sera qu'est-ce qui est un enjeu pour les plaques métalliques des fermes de toit. Donc, Denis va offrir le sondage, l'ouvrir, puis vous pourrez y répondre. Et puis... Oui, Simon, juste t'interrompre. C'est que là, on doit répondre dans le chat finalement. On apprend de notre... Parce qu'avec l'option sondage, on ne voit pas qui a répondu. Donc, ça va mal pour faire le tirage. Alors, on réajuste en cours de route et on va demander les réponses dans le chat directement. La question vient d'être posée et vous pouvez répondre dans le chat là, dans les quelques minutes qui vont suivre, là, le temps qu'on démarre la prochaine conférence. Puis, entre-temps, je suis allé chercher l'information sur les proportions MSR. C'était pas mal ce que j'avais dit en termes de pourcentage. Je vous partage ça immédiatement à l'écran. Je ne sais pas si on voit. On voit l'écran, oui. Donc ça, c'est un extrait de l'étude qui avait été faite en 2016, basée sur des volumes de 2014. Mais donc, la proportion des MSR au Québec était de 9,2 %. Et puis, mais ça, donc, je pense que c'est en augmentation. Moi, je dirais que, donc, je disais entre 10 et 15 %, c'est pas mal dans le ballpark là, pour répondre à la question. Donc, je
pense que dans les années plus récentes, là, la proportion d'émissaires s'est définitivement augmentée. En plus, depuis 2014, on a au moins 5 machines émissaires de plus au Québec. Donc, Denis, si je peux me permettre, ça, c'est qu'est-ce qu'on fait. Mais oui, le potentiel MSR est largement supérieur à ça, selon ce qu'on observe. Oui, tout à fait. J'allais en venir à ça exactement, Sylvain, tu as raison. Ça, c'est ce qui était réalisé. Puis il y a une question de prix à un moment donné qui fait qu'un industriel va préférer faire du 2 Select ou tel produit au lieu de faire du MSR. Donc, mais ça, c'est ce qui était produit en 2014. Je pense qu'actuellement, il s'en produit plus, puis le potentiel, définitivement, est beaucoup plus grand que ça. Je redonne le contrôle de l'écran. Puis il y a une question d'Alain Gingras qui a été posée. Si tu veux autoriser la voix, Simon. Alain. Oups, autorise-le, Denis. Je cherche. Je ne le vois pas, Alain. Je vais aller chercher ici. Alain Gingras. Oh, je viens de le voir. Bon, peut-être Nathalie va l'autoriser. Ah, Alain l'a autorisé. Tu peux parler, Alain. Il faudra ouvrir votre micro, M. Gingras, s'il vous plaît. Ah. Merci, j'ai rebaissé la main. J'ai comme d'autres, j'ai accroché le bouton. Désolé. OK, tu n'as pas une bonne question pour nous autres, Alain? Non, mais je trouve que c'est très bien à date, les présentations. Bravo, les gars. C'est bon. Merci, Alain. Fait qu'on continue. Alors, les Merci, questions, Alain. donc, vous pouvez répondre à la question dans le chat là, concernant la présentation de Nsimba. Merci. Très bien. Donc, merci, Denis. Donc, pour le sondage, on comprend bien qu'on y va via le chat, sinon on n'est pas en mesure de voir les participants. Ça va bien. Donc, on est rendu à notre troisième présentation, troisième panéliste pour ce matin. Il s'agira de de Jean-Philippe Jacques, pardon. Il va nous traiter de la valorisation de la fibre. Jean-Philippe est ingénieur mécanique de formation spécialisé dans le développement de produits cellulosiques innovants. Excusez, je vais vérifier si mon micro fonctionnait, tout est beau. Et la valorisation de la biomasse résidentielle. Il est directeur général d'Innofibre. Innofibre, c'est le centre d'innovation des produits cellulosiques. Il développe des collaborations porteuses avec le secteur privé afin d'accélérer le développement de nouveaux produits, de nouveaux bioproduits issus de la forêt. Alors, Jean-Philippe, la parole est à toi. Bienvenue. Merci tout le monde. Donc, est-ce que vous voyez bien ma présentation? Oui. Oui, parfait. Je voulais juste valider avant de partir. Donc, écoutez, merci de l'opportunité de pouvoir présenter les travaux de recherche que nous réalisons chez Innofibre, mais également, je vous dirais, tout ce qui est les voies porteuses là, pour valoriser la biomasse. Donc, sans plus tarder, je vais débuter. Attendez un peu, un petit problème de logistique, et voilà. Donc, Innofibre, on fait partie du réseau Synchronex. Donc, c'est un réseau qui regroupe 59 centres de recherche appliqués dans divers secteurs. Nous, on travaille avec l'industrie depuis 1989. Donc, initialement, notre expertise se situait et se situe toujours du côté des pâtes et papiers. Et puis, je vous dirais, depuis une douzaine d'années, on travaille sur le développement de nouveaux produits là, à partir de la biomasse, de la fibre cellulosée. Et puis, nous, on se distingue beaucoup par nos installations pilotes. Donc, notre rôle, c'est vraiment de travailler conjointement avec le secteur privé pour accélérer le développement technologique et de trouver des nouvelles voies de valorisation de la biomasse. De plus, comme j'ai mentionné, on est membre du réseau Synchronex. Donc, on est au total 8 centres collégiaux qui ont une expertise dans le domaine du bois, que ce soit au niveau de l'aménagement forestier, des opérations forestières, la première, deuxième ou même troisième transformation. Et puis, on collabore tous ensemble, encore une fois, pour pouvoir soutenir l'industrie forestière. Donc,
l'industrie forestière, oui, exactement. Et puis, au total, on est situé dans différentes régions. Donc, Inofim, on est en Mauricie. Il y en a qui sont situés dans le Bas-Saint-Laurent, d'autres en Abitibi, au centre du Québec aussi, au Saguenay. Donc, on couvre quand même un large territoire. Et puis, le fait de travailler ensemble, les 8 centres de recherche, l'objectif derrière tout ça, c'est d'offrir vraiment une expertise unique pour pouvoir traiter toute la chaîne de valeur. Donc, quand on dit toute la chaîne de valeur, c'est vraiment de la récolte jusqu'au produit fini, parce qu'il y a des liens là, à faire à différentes étapes, et c'est de voir comment on peut optimiser le processus de développement d'un nouveau produit. Donc, au total, on est environ 250 experts. On a des projets d'investissement de plus de 18 millions annuels. On a quand même une bonne clientèle déjà établie. On a également un rôle de formation. Donc, on forme des étudiants techniques et puis universitaires dans le domaine du bois sur diverses tâches. Et puis, on offre également des formations sur mesure adaptées en fonction des besoins de l'industrie forestière. Quelques projets de valorisation de la fibre cellulosique. Bon, bien entendu, on a les produits, on va dire, un peu plus traditionnels, mais on a également tout ce qu'on appelle le bioraffinage. Donc, comment on peut valoriser la fibre autrement? Comment on peut utiliser des équipements qui sont disponibles, mais les adapter en fonction du produit là, que l'on cible et qu'on veut commercialiser. On parle des bioproduits, des biomatériaux. Le gouvernement, autant fédéral que provincial, est quand même assez clair dans ses orientations. On veut éliminer les plastiques, on veut avoir des matériaux qui sont recyclables, compostables ou qui ont un meilleur cycle de vie. Donc, je vous dirais, les produits de bois et du moins les produits cellulosiques offrent cette opportunité-là. Et il s'agit d'une belle matrice de base qu'on peut utiliser pour développer des bioproduits. Il y a également les conversions thermochimiques. Donc, ce sont des technologies émergentes lorsqu'on parle de la pyrolyse ou la torréfaction, par exemple, qu'on veut développer des biocarburants ou du biocharbon. Et bien entendu, il y a différentes technologies vertes, comme un ERCAM, par exemple, qui peut utiliser de la biomasse forestière pour pouvoir alimenter ces procédés. Côté portes de papier également, on regarde qu'il y a des demandes de plus en plus pour des papiers de niche, des papiers spécialisés pour vraiment une application précise. Donc, les papetières, je crois qu'ils sont de plus en plus conscientes que la production de masse de papier journal, ce n'est pas un avenir, mais qu'il y a vraiment des marchés pour des produits de spécialité. Par la suite, tout ce qui est les produits d'emballage thermoformés ou que ce soit pour le secteur alimentaire ou comme on dit pour la livraison de marchandises, puis les papiers fonctionnalisés bioactifs qui sont également d'intérêt, qui peuvent diversifier les secteurs d'activité de différentes entreprises. Donc, bien entendu, je pense que vous le savez, et je vais passer vite sur cette diapositive-là, mais quand on parle de biomasse et de bioproduits, c'est très important d'avoir une fibre de qualité si on veut développer un produit de qualité. Donc, il y a différentes techniques, je dirais, qui existent pour pouvoir conditionner la matière en fonction de ce que l'on vise. Bon, bien entendu, on a le broyage, un broyeur ou un séchoir pour pouvoir baisser le taux d'humidité. Mais si on regarde plus des équipements de séparation, comme par exemple un tamis, avec un tel équipement, il est possible de séparer, par exemple, une partie de l'écorce avec la fibre de qualité, de produire différentes granulométries qui pourraient être utilisées adéquatement en fonction des technologies ciblées. Un peu plus tard dans la présentation, là, je vais présenter certaines nouveautés au niveau des développements du bois. Mais en même temps, ces nouveautés-là, il faut être conscient que ça prend une certaine propriété de la fibre pour pouvoir obtenir des bons résultats. J'ai mentionné également tout ce qui est la séparation densimétrique, séparation optique. Donc, ça, ce sont des équipements qui sont beaucoup utilisés présentement dans des centres de tri, mais qui peuvent être adaptés aussi au niveau de la biomasse forestière. Lorsqu'il y a plusieurs contaminants, par exemple, il peut y avoir des roches qui sont mélangées avec les copeaux lorsqu'on est en forêt, ou il peut y avoir d'autres contaminants là, de matière inorganique. Ben, ces équipements-là peuvent faciliter. Et puis même au niveau de la séparation optique, il y a toujours moyen de pouvoir développer des têtes permettant là, de mieux analyser le bois et de pouvoir le ségréguer de manière adéquate.
Fabrication de panneaux, c'est sûr que ce n'est pas nouveau comme procédé, mais la fabrication de panneaux demeure quand même quelque chose d'intérêt. Lorsqu'on parle de construction en bois ou on parle des bâtiments LEED, par exemple, on s'intéresse à quelque chose qui est bio. Donc, oui, les panneaux présentement utilisent généralement ce qu'on appelle des cols à base de résine issus de la pétrochimie, mais il existe quand même des bioadhésifs qui sont d'intérêt, comme par exemple les tanins. Donc, d'une part, je vous dirais, les tanins, ils sont extraits de la biomasse, des écorces. Donc, ça provient de la ressource forestière. Puis, il y a beaucoup d'engouement, je vous dirais, pour pouvoir les utiliser dans la fabrication de panneaux afin d'avoir un produit là, qui est 100% biosourcé. Puis, on commence à avoir des produits là, qu'il y a un marketing, je vous dirais, ou une publicité qui est faite en lien avec le côté vert. Par exemple, chez IKEA, sur certains produits, c'est mentionné, des produits en bois, non-added formaldehyde. Donc, c'est sans ajout de formaldéhyde. Le bois contient par défaut une certaine quantité de formaldéhyde, mais cela signifie que l'adhésif qui est utilisé, c'est un adhésif qui est bio. Fait que ce n'est pas nocif pour l'environnement, puis ça permet d'ouvrir certains marchés. Bien entendu, il y a des travaux là, qui se font afin de s'assurer que les propriétés mécaniques et physiques sont respectées et puis de s'assurer de leur utilisation dans diverses applications. On parle de panneaux pour les constructions, mais également, ça peut être des panneaux qui peuvent être utilisés dans la fabrication de meubles, par exemple. Toujours en lien avec je vous dirais le bois, les panneaux, c'est les produits moulés. Donc, ça, c'est quelque chose qui est intéressant, qui ouvre la porte là, à un marché potentiel là, de plusieurs niveaux. Donc, ça, voyez-vous, c'est un projet là, qui a été développé chez Innofib. L'objectif derrière tout ça, c'était de prendre du bois, de la biomasse résiduelle. Donc, souvent, c'est du petit bois là, qui peuvent être utilisés. Même, ça peut être du bois de CRD aussi. Et c'est de mouler un produit en bois. Donc, ici, ce que vous voyez présentement à l'écran, ce sont des palettes de manutention. Dans le cadre de ce projet-là, nous avons travaillé en étroite collaboration avec le CEREX pour pouvoir développer le moule, parce qu'on part à quelque chose là, qui est quand même nouveau. On envoie sur le marché, mais c'est tous importé. Au Québec, il y a une entreprise qui s'y intéresse présentement, mais il y a quand même un fort potentiel là, au niveau des marchés. Donc, c'est important de développer le moule, s'assurer là, que si on veut supporter, par exemple, 500 kg de matière, que la palette ne va pas casser, ne va pas tout s'effriter. Par la suite, c'est de développer les recettes de fabrication. Donc, tout ce qui est l'adhésif qu'on veut insérer à l'intérieur, le bioadhésif, c'est quand même un coût important. Et puis, l'idée, je vous dirais, c'est d'essayer de minimiser la quantité d'adhésif ou de bioadhésif qui est utilisé. Par la suite, en fonction du design, bien entendu, ce n'est pas anodin si vous voyez un X au milieu de la palette. C'est pas aller chercher une certaine force mécanique, justement. Parce que si on y va à l'opposé, imaginez que c'est une feuille de plywood, par exemple, ou de lamellé collé qui est mise, qui est supportée par des pattes, bien, il y a des fortes chances que ça va faire une curve, excusez-moi de l'anglicisme, mais ça va gondoler. Donc, le design du moule il est important, puis tout ça, c'est dans l'optique d'utiliser le moins de biomasse possible. Et puis, l'autre avantage aussi d'une palette comme ça, comparativement à une palette de bois franc ou de bois mou, c'est qu'elle est pressée à chaud, à une température là, environ de 200 degrés Celsius. Et puis, le fait que c'est pressé, ça vient stériliser le bois. Donc, pour les entreprises qui désirent exporter leurs produits, le fait d'utiliser des palettes thermomoulées comme ça, ils n'ont pas besoin de faire un traitement supplémentaire pour l'exportation. Donc, ce qui est quand même très intéressant. Aujourd'hui, je vous présente bien entendu les palettes, mais il y a plein d'autres produits aussi qu'on pourrait développer qui sont moulés. Par exemple, les embouts de mandrin qui sont utilisés dans le domaine des passes de papier, ça pourrait être fait à partir de la biomasse. Des renforts pour les chaises. Donc, chaque chaise, pas chaque, mais plusieurs chaises plutôt, qui sont rembourrées par un tissu, ils ont un renfort à l'intérieur. Souvent, il est en plastique. Donc, on pourrait l'utiliser, faire un moule et faire des renforts en bois. Également, dans le secteur d'automobile aussi, il y a des applications intéressantes.
Où est-ce qu'on peut aller chercher une valeur ajoutée? C'est souvent, il y a certaines entreprises qui utilisent des plywood, mais qui sont obligées de l'usiner pour répondre à leurs besoins. Donc, le fait d'utiliser une matière première thermomoulée qui est faite à partir de chips de bois avec la bonne granulométrie, ben, ça aurait un gain parce qu'on serait en mesure de pouvoir mouler parfaitement la forme désirée par l'utilisateur final. Et en plus, on pourrait également faire des traitements comme inifuge ou antifongiques sur le bois. Donc, ça aussi, c'est d'autres valeurs ajoutées qui sont d'intérêt, qui méritent d'être poussées davantage. Ici, on se tourne vers les produits thermoformés. Donc, encore une fois, on se réfère au discours du Ronde qu'il y a eu. On veut remplacer les emballages plastiques à usage unique par quelque chose de recyclable et compostable. Bien, les pâtes thermoformées, c'est une bonne application. Ces produits-là, la manière que c'est fait, c'est que c'est une mise en pâte qu'on doit faire, bien entendu. Puis par la suite, encore une fois, c'est des moules qu'on adapte en fonction des besoins des clients. Et puis, on utilise la pâte cellulosique pour les développer. Donc, il y a plusieurs applications intéressantes, que ce soit au niveau de l'emballage des marchandises. Par exemple, si vous achetez du matériel électronique aujourd'hui, des tablettes ou d'iPhone, il n'y a plus de styromousse pour sécuriser l'emballage lors du transport. Souvent, maintenant, c'est fait avec des renforts qui sont faits en carton et qui sont recyclables. Donc, encore une fois, le fait que ça soit thermoformé, on peut développer les moules en fonction de ce qu'on veut obtenir. Et puis, on répond à des applications précises. Du côté alimentaire, on parle beaucoup, comme ce que vous voyez à l'écran, un clamshell, mais il y a tous les agents barrières aussi qui sont intéressants à développer. Donc ça peut se faire avec les extractibles forestiers. Je vais y revenir un petit peu plus tard. Juste un peu plus bas, vous voyez des masques thermoformés qui ont des masques de type N95 là, pour répondre à la pandémie contre le COVID. Donc ça aussi, c'est des choses intéressantes. Donc, je vous dirais, des produits comme ça, c'est un marché en expansion. C'est assez présentement illimité tout ce qu'on peut faire. Et puis, il y a des volumes intéressants à combler présentement sur le marché. Ça ici, vous voyez, c'est d'autres types de produits. Quand je parlais de l'emballage d'appareils électroniques, comme l'imprimante, c'est vraiment des renforts, ils ne sont pas en styromousse. Je vois ici les cabarets. Donc, il y a plusieurs niveaux de produits thermoformés. On a de niveau 1, on peut dire que ça représente au cabaret là, pour les boissons au McDonald's. Donc, il y a une belle finition sur le dessus, mais pas en dessous. Par la suite, de niveau 2, c'est qu'on va prendre un carton qu'on va former dans un moule. De niveau 3, c'est un produit qui aura une belle finition de chaque côté. Et puis, de niveau 4, on va parler des bouteilles en carton. Donc, ça ici, imaginez que ça ne soit pas des bouteilles en verre, mais que ce soit vraiment des bouteilles faites en pâte cellulosique qui sont recyclables et compostables. Si on continue dans les différents procédés de valorisation de la biomasse résiduelle, on a les conversions thermochimiques, donc la pyrolyse, et qu'elle soit rapide ou lente. Souvent, la torréfaction pyrolyse lente est associée. Une pyrolyse rapide va favoriser la production d'une bio-huile qui peut être ramifiée et, on va dire, modifiée pour faire un biocarburant. Et puis, tandis qu'une torréfaction ou une pyrolyse lente va beaucoup favoriser la production d'un charbon de bois. Donc, au niveau du charbon de bois, encore une fois, c'est un secteur qui est émergent, qui a plusieurs applications potentielles. Les plus connus, bien entendu, nous avons du côté de l'énergie. Donc, ce que les gens utilisent là, pour se faire des barbecues l'été, c'est du charbon de bois. Mais il y a d'autres valeurs plus intéressantes, comme par exemple, on peut l'utiliser au niveau de la métallurgie. On peut l'utiliser dans la pigmentation. Donc, au lieu d'utiliser un noir de carbone qui provient de l'exploitation minière, ben, c'est quelque chose qui est produit directement avec nos ressources forestières, qui est bio, puis on peut faire une pigmentation, lui donner une certaine couleur. Matériaux composites, oui, effectivement, car une fois qu'on a obtenu un charbon de bois, il est quand même inerte. Donc, l'eau ne va pas pénétrer à l'intérieur comme un compost de bois. Ça va rester à la surface. Et ça, c'est quand même intéressant. On pourrait même utiliser du charbon de bois pour remplacer de la farine de bois, par exemple. L'amendement au sol, donc ça, c'est un marché qui se développe aussi. Le fait qu'il soit enfoui dans le sol, ça permet de capter certains nutriments qui favorisent et qui vont améliorer les rendements.
Au niveau de la purification, donc que ce soit au niveau de l'air ou de l'eau, de plus en plus, il y a des stations des eaux usées, excusez-moi, dans les villes qui utilisent le charbon activé pour nettoyer les eaux. Donc, ça ne va pas remplacer complètement les produits chimiques, mais ça permet de faire déjà un pré-traitement et de diminuer là, les coûts là, pour les chimiques qui sont assez onéreux. Et puis, même, je vous dirais, ceux qui ont des fils Brita à la maison, le charbon activé permet de filtrer l'eau. C'est ce qui se retrouve dans les cartouches qu'on doit changer régulièrement. Tantôt, j'ai parlé des extractifs, donc les extraits forestiers bioactifs. Donc, on peut s'en servir, comme je mentionnais, pour aller chercher des tanins, pour faire des bioadhésifs. On peut également s'en servir pour extraire des molécules d'intérêt pour faire des produits chimiques verts, je vais le dire comme ça, une manière de vulgariser. Et ça ici, c'est le cas d'un projet que nous avons réalisé avec une entreprise au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, l'idée, c'était vraiment d'extraire dans les écorces résiduelles une molécule d'intérêt pour pouvoir développer un agent antimicrobien pour la désinfection de surface, excusez-moi. Donc, ça a été fait là, en partenariat avec la forêt modèle du Lac-Saint-Jean, Greenleaf Power. Et puis, l'utilisateur final, c'est le groupe Sanimark, que lui, la molécule extraite, il l'a utilisée pour pouvoir formuler un nouveau désinfectant. Et le fait d'utiliser une molécule qui vient de la biomasse, ça lui permet de pouvoir avoir l'homologation bio sur son produit et d'accéder à un nouveau marché. Par la suite, les extraits forestiers, bien entendu, il y a d'autres voies intéressantes comme du côté cosmétique, nutraceutique, médical aussi. Donc, juste une petite parenthèse comme ça pour le plaisir. Au niveau des résidus de cannabis, par exemple, il reste des molécules d'intérêt qui peuvent être utilisées, là, qui ne sont pas consommées, disons-le comme ça, mais dans la biomasse forestière, il y en a aussi là, qui sont d'intérêt. La bioénergie, je crois que tout le monde le connaît. Je vous dirais pour notre part, je le présente. La bioénergie, je considère que c'est une voie intéressante de valorisation pour une fibre de moins bonne qualité. Donc, c'est une fibre qui n'est pas nécessairement utilisable dans d'autres produits que j'ai mentionnés préalablement. Le fait de l'utiliser à bioénergie, c'est une avenue qui est intéressante. Bien entendu, il faut respecter les normes en termes de combustible, les normes en termes du fabricant. Pas mettre n'importe quoi. Il y a de plus en plus, il y a quand même des beaux succès qui sont associés à la bioénergie, la possibilité d'avoir des réseaux de chaleur aussi. Ça devient de plus en plus d'intérêt pour certaines municipalités et même en régions éloignées. Donc, voilà, je pense que c'est quand même une opportunité là, pour, dans certains cas, là, la bioénergie en termes d'économie. Un autre procédé émergent, ça, je vous dirais, c'est quelque chose qui est intéressant. Je vous le présente parce que on le voit de plus en plus, c'est quand même nouveau, mais ça démontre un peu là, vers où, là, quand on parle du côté environnement, vers où on s'en va, des applications potentielles. Donc, ce qu'on appelle le Power to X. La manière que ça fonctionne, le Power to X, c'est que, imaginez qu'on utilise la biomasse pour alimenter une source d'énergie, comme la gasification, une cogénération. Donc, un procédé comme Enerchem qui fait de la gasification pourrait utiliser la biomasse forestière comme source d'énergie. Et lors du procédé, ça émet des émissions de CO2 dans un syngas qui est capté. Le CO2 dans le syngas, ce qu'on appelle, c'est l'obtention de carbone biogénique qu'on peut réutiliser, on peut remodifier chimiquement, je vais vulgariser comme ça, avec de l'hydrogène, par exemple, par électrolyse, pour former soit un gaz, donc un biométhane, ou encore, on peut reformer un gaz qui va être condensé pour faire un carburant liquide, ou on peut même s'en former, l'utiliser du côté pour faire des chimiques bio, comme l'acide formique ou de l'éthylène. Donc, c'est quelque chose qui est en développement. Beaucoup en Europe, je vous dirais. Ici au Québec, au Canada, on commence à faire la recherche là-dessus, mais c'est quand même de fort intérêt. Comme par exemple, au port de Rotterdam, eux, ils utilisent des déchets. Donc, c'est 360 000 tonnes de déchets qu'ils veulent utiliser. Et le principe, c'est la même chose. C'est qu'ils prennent les déchets, qui font un traitement thermique dans lequel ils captent les émissions de CO2, qui font des manipulations chimiques pour pouvoir produire du méthanol qui est ensuite utilisé là, par des entreprises locales.
Donc, encore une fois, si on pense du niveau environnemental, capter les émissions de CO2, de pouvoir développer des bioproduits, ben, les procédés Power2X cadrent parfaitement là, dans ce genre d'application. Dernier point aussi, la ressource forestière, c'est une solution à la COVID-19. Donc, on l'a vu pendant le confinement, du moins pour notre part, plusieurs entreprises nous approchaient parce qu'elles n'étaient plus en mesure de s'approvisionner en matières premières, parfois qui venaient pas parfois, souvent qui venaient de la Chine. Donc, on peut retrouver des fibres cellulosiques qui peuvent remplacer, par exemple, des fibres synthétiques. On peut développer des papiers antiviraux avec lesquels on va pulvériser à la surface un ingrédient antiviral qui va être issu de la biomasse. Désinfectants de surface, j'en ai glissé un mot tantôt. Les membranes filtrantes aussi. Donc, dans nos masques que nous utilisons, la pellicule du milieu, il est possible qu'elle soit filtrante et qu'elle puisse nous protéger. Et puis également les masques thermoformés. Donc, tout ça pour dire que les ressources forestières, autant que les copeaux que dans les écorces, il y a des choses intéressantes, des molécules intéressantes. C'est une source première abondante que nous avons au Québec. Puis, je crois que nous avons tout intérêt là, à pouvoir l'utiliser parce que, vous voyez, en temps de pandémie, on a quand même été en mesure d'identifier des produits porteurs pour répondre à nos besoins. Donc, voilà, ça fait un tour rapide des différents bioproduits qui pourraient être développés avec la biomasse forestière. Merci beaucoup, Jean-Philippe. On va passer à la période de questions. Le chat a été très utilisé durant le temps durant ta présentation. Ouais, je voyais ça, je Donc, n'osais pas trop lire les questions. Mais le chat était beaucoup lié aux deux présentations précédentes. Puis là, j'ai une question d'Alain Gingras. Entre autres, il dit, avez-vous réalisé des tests mécaniques sur les palettes de manutention thermoformées? Sont-elles homologuées? Oui, présentement, quand on développe les produits, bien entendu, on respecte les normes en termes de flexion, l'absorption à l'eau aussi. Donc, avant de les mouler, on a fait des panneaux. Ça a été testé selon les normes en vigueur. Présentement, on est en train de tester ces méthodes-là. Puis même, on est en train de mettre en place un banc d'essai pour faire des tests là, destructifs des palettes pour justement valider leur résistance. Oups. Simon, ton micro est fermé, je crois. Désolé, je n'avais pas activé mon micro. Ouais. Donc, Sven, tu veux intervenir, mais j'avais une question d'Alain. Oui, suite à la question à Alain, donc pour les palettes encore, ils sont testés, ils remplissent les normes phytosanitaires. Au niveau de la production d'un tel produit, y a-t-il des prospects, des entrepreneurs qui sont intéressés de mettre en production ce produit? C'est sûr que nous, les travaux que l'on fait, on travaille directement avec des entreprises privées. Donc, ce sont des entreprises qui ont de l'intérêt pour développer ces produits-là. Donc, oui, il y a des intéressés, mais je vous dirais, s'il y en a d'autres qui sont intéressés, moi, je les invite à communiquer avec moi, puis je pourrais je vais prendre connaissance de leurs besoins et aux besoins des référer aux bonnes personnes. OK, merci. Quand est-ce que la bonne poutine de chez Ashton va être servie dans un panier en papier au lieu d'aluminium? Ça, je vous dirais, ça va dépendre. Ça va dépendre des orientations d'Ashton. Mais je vous dirais, on commence à les voir, les produits là, thermoformés, on les voit dans certains casse-croûtes notamment. Et puis, rendu là, c'est sûr que le coût, il peut être plus élevé qu'une barquette en styromousse. Ça, je ne vous le cacherai pas qu'il y a un enjeu de ce côté-là. Mais c'est quand même disponible. Rendu là, c'est vraiment de la volonté là, des entreprises. Si vous allez à l'épicerie, par exemple, je sais pas si vous avez remarqué, des tomates de serre cet été ou les petits concombres libanais, ils n'étaient plus dans des barquettes en styromousse, c'était dans des barquettes en carton qui étaient recyclables et compostables.
Donc, il y a des entreprises qui les utilisent présentement. Puis l'intérêt d'avoir des produits cellulosiques comme emballage, c'est qu'on peut faire des traitements aussi pour augmenter la durée de vie des aliments aussi. Fait que ça, c'est une valeur ajoutée qu'on peut aller chercher, là. Jean-Philippe, j'ai des sous-questions d'Alain au niveau du... Bon, en tout cas, il y en a plusieurs personnes, dont Sylvain Dionne. Là. Quel est le prix d'une palette conventionnelle versus une palette thermoformée? Je vous dirais, nous, ce qu'on a, par exemple, les études qui ont été faites, là, on établit une palette conventionnelle environ à 15 $ la palette. Une palette thermoformée, ça, je vous dirais, je vais me garder une petite réserve de ce côté-là, étant donné que c'est un projet qu'on fait avec des partenaires privés, mais c'est compétitif. Puis le fait que ça soit une palette, que ça répond aux normes phytosanitaires pour l'exportation, ça vient chercher une valeur ajoutée. Parce que si on prend une palette traditionnelle, qu'il faut faire un traitement supplémentaire pour l'envoyer à l'exportation, on vient d'augmenter les coûts de façon considérable. Mais je vous dirais, je pense que pour une entreprise qui veut développer des palettes ou des produits thermoformés, si l'approvisionnement, elle est un coût intéressant, je pense que c'est là qu'on est capable vraiment d'aller dégager une meilleure marge de produits. Ça va, une sous-question de Sylvain Dionne. C'est quel matériau est utilisé dans la palette thermoformée? C'est peut-être trop sensible comme réponse, je ne sais pas. Les matériaux? Oui, au niveau de cette palette thermoformée-là. Écoutez, on a fait des tests au niveau de la biomasse forestière, donc c'est vraiment des copeaux qui ont été utilisés, c'est du bois mou qui a été utilisé. On a fait des tests aussi avec de la biomasse résiduelle qui provient là, des résidus de construction, rénovation, de démolition aussi. Donc, dans les deux cas, je vous dirais, là, on est capable de mouler des produits. Les biomasses disponibles, je pense qu'on peut faire des produits moulés avec plusieurs essences, mais l'enjeu principal, ça va être la quantité de liens qu'on va y ajouter pour aller chercher les propriétés mécaniques que l'on veut, là. Excellent. Puis j'avais Alain Gingras qui avait posé une question au niveau de l'utilisation thermique. Y a-t-il des avancées récentes pour diminuer l'odeur en milieu urbain? Donc, ça serait d'utiliser, juste pour être sûr de bien comprendre la question, ça serait de savoir... On va demander à Alain qui ouvre son micro. Oui, bien en fait, c'est qu'il y a eu il y a de l'utilisation pour des réseaux de chauffage, mais en milieu urbain, c'est limité, c'est plus sensible à cause de la combustion. Ouais. Mais j'ai vu en Georgie, dans des scieries, des systèmes de traitement des émissions, puis ça avait l'air d'être vraiment intéressant. Puis je me demande si on a de quoi ici, c'est sur le bord d'arriver. OK. Bien, écoutez, honnêtement, je vous dirais, là, je ne suis peut-être pas le spécialiste là-dedans, mais je sais si on prend des cogènes, des cogénérations qui sont des fois en milieu urbain, il existe des technologies là, pour épurer les émissions atmosphériques. C'est sûr que ces technologies-là ne sont pas données. Ils ont quand même un coût assez important, mais il y a certaines technologies là, qui sont disponibles. Ça ne va peut-être pas enlever le problème d'odeur, mais du moins, ça va faire en sorte de respecter les normes en termes d'émissions atmosphériques. Excellent. Merci beaucoup. Je ne sais pas si on a des questions ou des chats. Je ne crois pas que d'autres questions pour le chat. Merci beaucoup, Jean-Philippe. Il y a peut-être une main levée, je vais vérifier, mais non, je ne vois pas de... Le système ne veut pas me montrer s'il y en a. Écoute, merci beaucoup. Donc, évidemment, habituellement, vous êtes habitué de me voir remettre un prix, moi ou Denis, aux conférenciers, aux panélistes. Évidemment, un prix, un petit cadeau du CFQ leur sera envoyé au bureau dans les prochains jours. Donc, merci aux panélistes. Et là, pour l'instant, on a comme une période de questions globales pour tout le monde, pour tous nos 3 panélistes. Donc, peut-être les 3 panélistes, là, vous ouvrirez et vous fermerez vos micros. Et peut-être que Denis, toi, tu veux intervenir. Non, ça va, on est dans la période de questions ouvertes. Là, on a eu un petit peu avec le pôle, là, le sondage, disons que c'était un peu, on pensait qu'on pouvait voir les noms, on ne les voyait pas. Finalement, là, Nathalie a pris la première personne qui a répondu à la question dans le chat. Se mérite le prix de présence qu'on fera parvenir également. Donc, c'est Carl Lévesque qui est le premier au niveau de la question numéro 2.
Et puis la question numéro 3, maintenant, c'est Martin Talbot qui a remporté la question. Donc, qu'est-ce qu'on pouvait faire avec comment est-ce que les produits avaient contribué à la COVID? Donc, puis là, je ne sais pas, Nathalie, on aura une question 4 qu'on pourrait faire en attendant, là, qui revient qui récapitule ou qui peut toucher une des 4 conférences. Si tu veux la mettre, puis la première personne qui va répondre va également se mériter là, de présence. Là, Nathalie. Désolée, juste un petit délai. Correct. Donc, pour tous les participants, vous pouvez observer là, dans le bas de votre écran Zoom, il y a des volets pour le son vidéo. Évidemment, vous n'avez pas de contrôle comme participant, mais vous devriez voir les questions-réponses ainsi que le sondage, les questions associées. Il s'agit de choisir par la petite flèche chacune des questions et d'y répondre. Et puis d'y répondre via le chat là, que Denis vient de mettre, je crois. On a déjà notre réponse, c'était rapide. C'était vrai ou faux, une machine MSR peut être plus performante pour certaines essences. C'était vrai, ça faisait partie de la conférence d'Olivier en début. Donc, oui, il y a des différences entre les essences ou des performances des machines en fonction des essences. La première personne qui a répondu, si je ne me trompe de ce que je vois ici, ce serait Steve Côté. Nathalie, si tu veux confirmer, donc Steve serait le gagnant du prix de présence pour cette question-là. Sinon, Nathalie, on peut aller avec la présentation PowerPoint générique, là, et puis s'il n'y a pas d'autres questions sur le Q&A ou sur le chat, ça mettrait fin à ce bloc-ci. On va se revoir à 15 heures, si je ne m'abuse. Je vérifie mon horaire, c'est bien ça. Oui. Donc, à 15 heures pour le deuxième bloc. Et puis, il y a d'autres blocs également, comme vous savez, au niveau de l'horaire. Le lien vous a été envoyé à tout le monde pour le bloc de cet après-midi et également les blocs des semaines prochaines, jeudi matin, c'est-à-dire mercredi matin et mercredi après-midi prochain, de même que jeudi matin, qui vont vous être envoyés par courriel. Ça complète mon côté. Simon, toi, est-ce qu'il y avait des choses à ajouter? Non, ça va. Merci à tous de votre participation. Et puis, on se revoit un peu plus tard cet après-midi. Et puis, j'imagine que si vous avez des questions à ajouter pour nos panélistes de ce matin, bien, ce sera peut-être possible de le faire. Par contre, le délai de réponse va être un peu plus grand puisque c'est là que ça se passe. Donc, merci à vous tous et à toutes.